nous avons un objectif qui est celui de partager en même temps que nous partageons le repas, qui est de partager des expériences de médiateurs. Alors, bien sûr, je peux avouer que chacun a préparé ici quelques expériences, quelques idées pour raconter. Alors, non, t'en es pas sûr? Non, t'en es pas sûr. Bon, alors tout le monde n'a pas préparé. Tout le monde n'a pas préparé. Il va y avoir de l'improvisation. Ah oui. Hein? Donc, l'idée, c'est que les médiateurs professionnels partagent des expériences et que, en même temps que nous déjeunons ensemble, puisque nous sommes privés de votre compagnie en direct, eh bien, nous avons fait le choix de pouvoir transmettre avec vous des moments de la médiation professionnelle pour vous dire à quoi la médiation professionnelle s'applique dans différents contextes de vie, que ce soit en entreprise, dans la vie sociale, dans la vie de voisinage. Alors, on a déjà abordé quelques aspects au cours de la matinée, mais on va partager des anecdotes. Alors, je vais vous dire d'où nous vient cette idée un peu saugrenue de partager le repas avec vous. Un jour, j'ai vu une émission absolument extraordinaire qui m'a inspiré à ce moment-là. Et après l'avoir partagé, on a adopté cette idée de dire, mais voilà, il y avait des gens qui faisaient une démonstration de savoir comment fonctionnait le cerveau. Et c'était justement de se dire, mais comment fonctionne le cerveau? Alors, c'était des spécialistes du cerveau, des neurosciences, mais des neurosciences, je ne dis pas des neuropédagogies et toutes les fumisteries qui circulent un peu partout, mais c'est plutôt de l'application réelle. Comment fonctionne réellement le cerveau? Et donc, il y avait des chercheurs, donc des usagers du doute, hein, des surfeurs du doute, qui étaient là et puis qui disaient, mais voilà, on va prendre l'occasion de discuter entre spécialistes. Et ils avaient tous un plat devant eux qui était un plat fait de cervelle d'agneau. Alors, ils ont tous commencé à discuter, à savoir comment était fabriquée cette cervelle d'agneau. Alors, on voyait un des chercheurs qui était là en train de disséquer la cervelle d'agneau et puis qui disait mais alors, toi, tu as quoi dans ton assiette? Ah ben moi, disait l'un des chercheurs, j'ai l'hémisphère gauche de ce pauvre agneau qui est au demeurant très délicieux. D'ailleurs, je vais goûter de son hémisphère gauche. Et puis l'autre disait, mais ah ben moi, j'ai le cervelet. Hein, mais finalement, c'est un peu comme le cerveau des humains. Alors, ils ont commencé à dire l'hémisphère gauche. Alors, c'était les théories à l'époque sur l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, cerveau droit, cerveau gauche, qui a fait l'objet d'un prix Nobel, hein, parce que c'est quelque chose qui était complètement fictif. C'était une théorie. Il faut bien comprendre que tous les progrès des sciences fonctionnent avec des théories. Et une théorie, c'est pas quelque chose qui est fait pour enfumer les gens. C'est fait pour faire progresser la science. C'est fait pour faire progresser la réflexion. Et donc, en 1981, il y a un prix Nobel qui a été décerné à Roger Sperry et à son équipe pour avoir découvert, soi-disant, ce qui était caractéristique de l'hémisphéricité cérébrale. Alors, l'hémisphéricité cérébrale aurait été démontrée en coupant le corps calleux. Alors, tu voyais les scientifiques qui étaient autour de la table en train de couper le corps calleux de cet agneau en disant, ben voilà, le corps calleux, c'est une ramification du système nerveux qui fait la connexion entre les deux hémisphères. Et il racontait comment circulait l'information, etc. Et puis, je me suis dit, ben ça, c'est pas mal comme procédé. Et si nous avions un déjeuner entre médiateurs professionnels et que nous racontions comment ça se passe au cœur des médiations. Donc, vous avez il y a autour de la table et même au bar, il y a des personnes qui sont là, qui sont des professionnels de la médiation, qui ont tous expérimenté ce qu'est la médiation, même Tristan, qui est plus jeune, le plus jeune d'entre nous, mais qui a aussi expérimenté ce que c'était que la médiation dans différents contextes, que ce soit la pédagogie, que ce soit des contextes professionnels. Donc, vous avez des situations. Alors, à qui est-ce que je donne la parole ou qui, non pas à qui je donne la parole, qui est-ce qui prend la parole autour de la table en premier pour pouvoir nous raconter une histoire? Ça va être moi. Laurent Mess. Je vais dans le prolongement de ce que tu présentais ce matin sur la réflexion, le petit exercice que tu as proposé. Alors, je voudrais juste savoir si le micro fonctionne bien. Oui, a priori, il fonctionne. Laurent, on entend bien Laurent? Ah oui, quand je parle, tu m'entends. Ça fonctionne. Il n'y a pas très longtemps, donc ce que tu nous as présenté ce matin me rappelait, j'ai été appelé par une personne pour une médiation
C'était un particulier qui avait un conflit avec son voisin. Le voisin faisait les travaux. Il y a une pompe à béton qui est passée à côté de chez lui. Et la pompe a explosé. Et ça, il y en a eu plein le mur du ciment. Il a discuté avec l'entreprise. L'entreprise lui a dit, il n'y a pas de problème. Je fais le nécessaire. Je nettoie et je prends en charge tous les frais. Le client était content. L'entreprise nettoie et le client envoie les frais. Il y avait une réparation de chaudière. Et puis ce client, comme il était un petit peu inquiet, il s'est dit, je vais quand même faire un constat d'huissier. Donc il fait un constat d'huissier et il envoie les 2 factures à l'entreprise. L'entreprise, quelques jours plus tard, sans communiquer avec lui, envoie un courrier avec un chèque qui rembourse la chaudière, mais qui ne prend pas en charge le constat d'huissier. Effectivement, souvent dans le domaine des assurances, les constats d'huissier, personne n'en veut et ça reste toujours à la charge de celui qui le demande. Et là, mon client, il voit rouge. Pour lui, l'entreprise s'était engagée à prendre tout en charge et il reste le montant de la facture de l'huissier. Combien? 300 balles? 350 balles? 300 €. Et partant de là, pour 300 €, il se dit, bah, si c'est comme ça, s'il ne respecte pas sa parole, je vais faire un devis de ravalement total de mon pavillon, 14 500 €, et je veux que l'entreprise me paye les 14 500 €. Et comme il n'arrivait pas à se faire payer par l'entreprise, il m'appelle en me disant, est-ce que vous pouvez mettre en place une médiation pour que je touche mes 14 400 Voilà votre €. mission. 14 500 €. On est en pleine surenchère. C'est largement de surenchère. C'est largement. Mais en même temps, une surenchère qui peut s'expliquer, quoi, parce que la personne n'est pas contente. Et puis, Pour lui, c'est tout à fait cohérent. donc la surenchère, elle s'explique toujours. Il y a toujours matière à expliquer. Laurent, C'est mais le propre de la surenchère. est-ce que la personne avait prévenu l'autre qu'il allait quand même faire un constat d'huissier ou est-ce qu'il a vraiment fait tout seul avec son raisonnement? Alors, non, il y a bien évidemment eu une incompréhension entre eux. D'accord. Ils ne se sont pas dit la même chose. L'un a parlé d'une chose, l'autre a entendu autre chose. D'accord. Et quand l'entreprise a dit, puisque j'ai eu un entretien individuel avec les deux, et après il y a eu une réunion. Lors des entretiens individuels, je me suis aperçu effectivement qu'il y en avait un qui pensait que c'était que des frais directs et que l'autre, il pouvait présenter toutes les factures qu'il voulait, que c'était systématiquement pris en charge. Il y avait un chèque en blanc, si tu veux. Mais Et même peut-être en fait que pour l'entreprise, à partir du moment où elle s'engageait à rembourser les dommages en fait qu'elle avait créés, il n'y avait pas de formalisme juridique c'est ce qu'elle a dit. à mettre en place. Il n'y avait pas de nécessité. Et du coup, pour elle, c'était même la manifestation d'une défiance de la part du particulier, quoi. En fait. Ouais. C'est ce que j'entends aussi. Oui. Oui, l'entreprise n'imaginait pas que ce genre de choses puisse se passer. Elle a dit, Mais ce qui est intéressant, c'est, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est de constater que cette étape juridique, qui a un caractère juridique, finalement, elle va faire obstacle à la confiance qui s'établit entre 2 personnes qui pourtant pourraient être très, très fâchées l'une à l'égard de l'autre du fait de dommages qu'ils n'avaient pas prévus, qui vont quand même représenter des coûts supplémentaires, des désagréments pour le particulier. Je te rejoins, Henri, mais en même temps, on peut dire aussi que le type qui appelle l'huissier, il est aussi dans la défiance par rapport à ce qu'a dit l'autre. Et pour se couvrir, il se dit, je vais quand même valider. Voilà, c'est les deux. Les deux ont un problème de défiance. Il était légitime. C'est une personne qui est retraitée du bâtiment et qui a connu un certain nombre, qui était chef de chantier, qui a connu un certain nombre de problèmes, de litiges, et qui s'est dit naturellement, pour me couvrir, voilà, pour parer à tout, je vais faire un constat d'huissier. On ne sait jamais. Donc il était légitime dans son point de vue. Et l'entreprise est légitime en disant, moi je prends en charge, il n'y a aucun problème. Et ça, donc ça ne s'est pas passé comme ça. Donc je rencontre la personne qui m'appelle, et je discute avec lui, il m'explique la situation, et puis après je déroule le processus des médiateurs, et il tourne en boucle. Il me dit non, il n'a pas respecté sa parole. À partir du moment où il n'a pas respecté sa parole, c'est le ravalement en totalité. Ça ne peut pas être autre chose. Donc alors là c'est la conclusion. Enfin, tu peux sauter directement à la conclusion. Il s'est passé quoi à la fin? Parce que voilà, tu mets en place la médiation, il se passe quoi à la fin? Arrête le suspense. Et ben, par rapport à ce que tu disais ce matin, j'ai fait quelque chose
qui n'est pas strictement dans le processus qu'on utilise habituellement. Et j'ai fait ce qu'on appelle le raisonnement aporétique. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à vouloir absolument le ravalement? Qu'est-ce que vous perdez à vouloir absolument le ravalement? Qu'est-ce que vous gagneriez à envisager une autre solution que ce ravalement? Et qu'est-ce que vous perdriez à envisager une autre solution que ce ravalement? À chaque fois, en prenant le temps, en discutant, en cherchant les pistes. Et là, il y a une brèche qui s'est ouverte. Il a commencé à comprendre qu'effectivement, il avait plus à perdre qu'à gagner, que l'autre qui avait donné sa parole, il n'avait pas la même valeur au niveau de la parole que lui pouvait avoir, donc il voulait appliquer à l'autre son mode de fonctionnement, et donc il a fini par accueillir la différence, la possibilité pour l'autre de raisonner différemment et d'envisager une solution différente qui, en fin de compte, s'est soldée par uniquement, lors de la réunion, une reprise d'une partie du ravalement, donc 4 000 €. On a fait une phase du pavillon, ils se sont accordés là-dessus. Voilà. Puisque moi, en tant que médiateur, je n'ai pas proposé de solution. C'est le raisonnement dont tu parles, c'est le 4-4, c'est le tout-terrain de la réflexion, parce que ça s'adapte à la réflexion sur les pensées limitantes, ça s'adresse aussi à la réflexion pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir participer à un projet. C'est quelque chose qui est complètement pour sortir de l'entêtement, adaptable pour sortir d'un entêtement. Parce que quand on dit que quelqu'un est entêté, d'ailleurs, il faut être deux pour être entêté, généralement, mais les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. On dit l'autre, il est entêté, mais on ne se rend pas compte que nous, on est entêté ou qu'on pourrait être entêté à vouloir désentêter l'autre, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc là, tu as utilisé le 4 questions, le 4-4 de la réflexion. Rationnel, le 4-4 de la réflexion. Et j'ai même mis le crabeau par moment parce que le terrain était glissant. Le terrain était glissant, donc il a fallu manœuvrer. Il a fallu manœuvrer, mais ça arrive. Parfois, on passe par des ornières. Et, voilà, et il est sorti de l'ornière. Et il est sorti de l'ornière. Donc un 4-4, c'est avec un 4-4. Le 4-4 de la médiation professionnelle. C'est génial. Une belle métaphore. Donc ça c'est une anecdote. Et Jean-Bruno, tu piétines. Ah bon? Parce que tu en vas as piétiner, plein. toi. Parce qu'en fait, Jean-Bruno a un projet absolument incroyable. On a bossé comme des malades et on s'est arrêté. Pendant le confinement, on a bossé. Merci d'ailleurs, Manu, de ce projet de confinement. C'est vrai. Parce que ça nous a permis de bosser tous les deux. Comment transformer la dynamique de contrainte en dynamique de contribution et de créativité? Ouais. On l'a fait. Ouais. Donc nous, on a su faire. On a su faire, on s'adapte. On est des ectoplasmes polymorphes dans ces situations. Ça ne nous gêne pas beaucoup, mais ça nous gêne sur le plan des relations avec les autres, mais on trouve toujours des solutions. Quoi qu'il en soit, on passera. On passera et on s'infiltre. Donc, ce que tu as en tête, toi, c'est un projet d'un bouquin. Je le dis déjà d'avance. Je me souviens d'une fois où, lors d'un symposium, j'avais annoncé 2 ou 3 ans avant le bouquin de Fabien. Je signale au passage le bouquin de Fabien, j'ai décidé de faire confiance. C'est pas rien, parce qu'on en est là aussi aujourd'hui. J'ai décidé de faire confiance. Et vous avez décidé de faire confiance ou vous avez décidé d'être défiant ou d'être méfiant? Nous, on a décidé de faire confiance. Et Fabien est l'auteur de ce bouquin qui est un roman qui raconte une histoire de personnage, un type qui s'appelle Quentin. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Quentin, mais c'est l'histoire de Quentin qui a décidé de faire confiance. Et Fabien l'a mis en scène. Je vous recommande ce bouquin qui est pas chez ESF, qui est mon éditeur, je le rappelle là, mais qui est chez Erol. Donc, vous le trouvez facilement, soit sur la boutique de l'EPMN, soit sur la boutique d'Erol. N'achetez pas chez Amazon, achetez chez les libraires, au passage. C'est vrai que ça m'arrive, je me sens un peu coupable quand j'achète chez Amazon, mais je vous recommande quand même les libraires. Donc, ça va être un bouquin que j'annonce là, qui va raconter des situations. On peut donner le titre. Ah, je ne sais pas, tu donnes le titre quand même, toi? C'est bon. On n'a pas déposé le titre, mais ça ne fait rien. Mais on est aventureux, parce que même s'il y a quelqu'un qui nous le pique, on saura faire pour en trouver un encore mieux. On décide de faire confiance, de toute façon. On décide de faire confiance, super. Donc, c'est quoi le titre? La médiation en milieu hostile. La médiation en milieu hostile. Et au départ, c'est parti de Corse. On se demande d'ailleurs si on ne peut pas prendre Quentin.
dans ce bouquin aussi qui va continuer. Qui Peut-être va devenir notre médiateur Quelle professionnel. expérience. peut-être que Quentin est devenu médiateur professionnel. Bon, non, on l'envoie pas en Corse, il s'en est sorti. Alors, c'est pas pas mal, que en mal Corse. Hein. La médiation en milieu hostile, c'est pas que en Corse. C'est pas que en Corse, mais ça avait commencé en Mais Corse. ça a commencé en Corse. Parce qu'on a vu quand même pas mal de misère en Corse, menaces de mort lorsque j'ai fait des conférences. On m'a menacé de me tirer à la mitraillette. Persona non grata. Persona non grata, Oui. de la Se part représente en Corse. Oui. de la part de certaines personnes qui considéraient que ce que je disais était vraiment pas acceptable parce que c'était une concurrence déloyale, puisqu'à l'époque, déjà, je dénonçais la politique des RPS et il y avait des gens qui avaient considéré que, l'ARS, qui avait considéré que ce que je disais était inacceptable. Donc, mais c'était des personnes, c'est des personnes dans un contexte particulier. On sait que parfois, il y a des gens qui sont un peu guignols et qui ont besoin de se signaler. Donc, tant mieux pour eux, je les remercie parce que ça aussi, c'est toujours sympa de pouvoir dire, mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'on s'en fout. Hein. On restera libre de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et puis ce livre va bien au-delà de régler une problématique qui a eu lieu à une époque donnée. Oui. Ce livre, il avance sur en fait, le fait que si la médiation est un milieu hostile, il est d'abord un milieu hostile en nous. Bah, donc, ce bouquin-là, il va falloir le sortir. Hein, Voilà, parce que on a du boulot. maintenant, si tu fais comme Fabien, c'est 2 ans encore. Parce que Fabien, je lui ai annoncé le bouquin, 2 ans plus tard, le bouquin sortait. Mais je pense que on va s'y mettre, on va continuer. Donc, tu as une histoire. Ah ben, alors je ne vais pas raconter une histoire qui est dans ce bouquin, vous les découvrirez, mais moi il y a une histoire qui... Tu peux faire du teasing. Mais non, je t'interromps. Je m'interromps. Voilà, le fil est perdu. Non, comme je fais pas mal de médiation judiciaire, il y en a une qui me vient à l'esprit et qui montre bien l'emprise du milieu judiciaire sur la médiation, malheureusement. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Il y a énormément de conseils comme toi qui s'ouvrent et qui sont complètement, et qui viennent même parfois en médiation et qui sont très prolifiques en matière de créativité sur les solutions. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance, une injonction pour les conseils d'envoyer leurs clients en une séance d'information à la médiation que je fais bénévolement. À chaque fois, je fais ça au TJ de Narbonne. Donc le juge t'envoie, c'est le juge qui t'envoie. Le juge envoie une ordonnance de médiation, le telle date. Il s'appelle comment le juge? Il s'appelle Antonio Fulieda, que je remercie. D'ailleurs, il était venu à un de nos webinaires sur la médiation judiciaire. Oui. Hein, c'est ça, la médiation judiciaire. Ouais. Et on avait expliqué ça, qu'effectivement, à Narbonne, en tout cas, ça se passe comme ça. Le juge fait une injonction aux parties d'être présentes à une séance d'information à la médiation avec leurs conseils ou sur leurs conseils. Et ce qui se passe assez régulièrement, c'est que les conseils m'envoient par mail une lettre de leur client disant qu'elle ne veut pas de la médiation. Ce à quoi j'essaye tranquillement de dire que pour faire mon travail auprès du juge, il faut que je fasse cette séance d'information en présentiel, que j'informe les parties de la différence entre, par exemple, médiation, conciliation, de l'opportunité qu'elle pourrait ou pas à faire cette médiation. Et donc, je vois une lettre qui m'arrive du conseil qui dit « Écoutez, moi, ça fait 5 ans que je suis en procédure, ça m'a coûté déjà énormément, je sais que la médiation, même si elle est… » Ça lui a coûté, mais ça lui a rapporté aussi. Ça ne lui a rien rapporté pour l'instant. La personne a dit « Ça fait 5 ans, j'en peux plus et je ne vais pas encore payer pour une médiation. » Oui, mais l'avocat, le conseil, quand tu… Alors, le conseil, lui, il est payé, bien sûr. Ah ben oui, voilà. Le conseil, il me transfère juste le mail de la dame, la lettre de la dame. Ce à quoi je réponds à la dame, je vous remercie, c'est épuisant pour vous, cette procédure qui n'en finit pas, ce coût. Cependant, cette injonction de réunion est en présentiel et ça serait dommage pour vous de manquer cette opportunité. Là, je vous parle de ça, on est en février 2020. Ça dure depuis combien de temps? Et son histoire, elle me dit déjà en février 2020, 5 ans. 5 ans. C'est une super bonne gestion de la conflictualité, ça. Alors, elle n'en peut plus, mais la médiation, ça représente pour elle 600 € qu'elle n'a pas envie de donner. C'est une personne qui est dans une entreprise, une petite entreprise, auto-entreprise, hein, qui pose des baies vitrées, qui fait des terrasses. Voilà, donc, un conflit qui dure 5 ans, quand même, comme ça, et qui est confié à un professionnel du règlement des conflits, le professionnel fait une super bonne gestion. Il est au taquet de la compétence en matière de gestion, oui. Mais de l'incompétence en matière de résolution. Voilà. Donc, j'envoie ce courrier à cette personne qui ne me répond pas. Ça reste comme ça en suspens. Et puis, il y a l'autre partie, le conseil de l'autre partie, qui elle était favorable à la médiation, qui me contacte en disant « Bon alors, elle dit quoi l'autre partie? Parce que nous, on attend là. »
Donc, je recontacte cette personne et je lui dis, bon alors, vous faites quoi? Ah ben, je sais pas, il faut voir avec mon conseil. Moi, je vous ai dit, moi, j'en peux plus, la procédure, je veux pas de médiation. Bon, le temps passe, février, mars, le confinement, avril, mai. Je finis par recontacter le conseil qui dit, mais non, mais c'est à elle de décider si elle veut faire cette médiation ou pas. Moi, je ne m'y oppose pas, finalement. Je vous avais envoyé sa lettre parce qu'il y avait sa lettre. Et finalement, je contacte cette personne qui accepte de venir à la séance de médiation. D'information, seulement ça. Ça a lieu fin juillet. Fin juillet, donc j'ai les deux parties avec les deux conseils. Je propose une implication des deux parties dans la médiation. L'autre partie réitère son vœu de faire cette médiation. Et la personne qui m'avait dit non dit, écoutez, je vous donne ma réponse dans un mois. Je réfléchis. Peut-être, mais je vous donne ma réponse pas tout de suite. Je veux réfléchir. Un mois se passe, fin août, début septembre, je la rappelle. Alors, elle est à un café, j'entends qu'elle parle avec son mari. Je dis, bon alors, vous faites quoi pour cette médiation? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Elle raccroche, elle dit, écoutez, je réfléchis, je vous promets que je vous rappelle. Et en fait, elle me rappelle la seconde après, c'est-à-dire qu'elle raccroche et puis elle rappelle. Donc elle avait la réflexion rapide. Voilà, rapide. très rapide. Et elle me dit, En fait, c'est bon, c'est bon, on l'a fait cette médiation, c'est bon. Vous pouvez on peut convenir d'un entretien individuel. En fait, elle te fait cadeau du fait qu'elle va éventuellement résoudre son conflit. C'est ça. Donc, je la remercie de sa réflexion. Et on fait un entretien individuel avec l'autre. Dans la foulée, on vient de la faire, une réunion. Et en une réunion, terminé. Arrangement immédiat. Là, Jean-Bruno, moi je trouve que tu exagères, c'est décevant. Parce que alors attends, parce que je termine. Ça va trop vite, on ne sait plus là. Ouais. On ne sait plus, tu veux dire que. Attends, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Mais si les parties ont pu se parler, alors il n'y avait pas les conseils à cette réunion. Il n'y avait pas les gestionnaires. Leur avais demandé gentiment de ne pas venir. Ah ouais. Et ils ont accepté. Ils ont accepté de manière très. Tu veux dire que parfois, il ne vaudrait mieux pas que les gestionnaires soient là, les gens qui ont appris la gestion, etc., qui soient dans le coup. Parce qu'ils ne sont pas de leur faute, ils ont appris des conneries, si tu veux que je te dise. C'est de la maladresse. Donc, du coup, ils recréent ce qu'ils ont appris. Là, ils sont en train d'apprendre d'autres choses, du coup. Mais ça frotte. C'est vrai que parfois, ça frotte. Et puis, le référentiel, c'est le droit. Ben oui, ils sont prisonniers dans la médiation. Donc, leur présence, eux, ils vont raisonner. Alors ça, ils ont du mal à le comprendre parfois. En tout cas, là, ils l'ont compris. Mais quand ils sont là, c'est ce qui se produit. Quand ils sont là, c'est au lieu de voir le droit, il vaut mieux qu'ils voient le travers, en fait. Ben oui, ça va pas tout droit. C'est pas facile. Un monde qui va de travers, il faut mieux être en face. Oui. Un monde de droit. Enfin, bref, cela étant. Je pense qu'on est quand même complémentaires, que ce soit les avocats comme les médiateurs. Oh là. Il va y avoir des frottements parce que ça dépend lesquels. Alors, ça dépend lesquels, mais on voit que je suis avocate aussi. Oui, effectivement. Mais avocat médiateur. Donc, et c'est vrai que tout en étant, donc par exemple, tiens, je veux rebondir sur une situation, une médiation judiciaire qui m'a été confiée par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nîmes. Eh bien, ça faisait 10 ans. Hein, je te bats, tu vois. Plus 5 ans, c'est 10 ans. 10 ans de procédure. Et la médiation qui m'a été confiée, c'était... L'ordonnance était assez sommaire. Pas de fait. J'avais simplement qu'un problème locatif qui opposait une SCI à une SARL. Et la dette locative était bien de 180 000 €. Donc, tu étais face à des personnes morales. Donc, c'était quand même... Et la médiation, c'est face à des personnes physiques. Non, tu vas voir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, ils ont consigné. Donc, eux, ils sont d'accord sur le principe d'une médiation. Et je prends la tâche, donc en tant que médiateur judiciaire, auprès des avocats. Lesquels avocats sont 2 avocats parisiens. Et j'entends déjà que ces 2 personnes, dont principalement l'un des 2 avocats, en a ras-le-bol de cette procédure durant 10 ans. Ils ne savent plus comment faire pour régler. Comme ça arrive régulièrement, parce que quelque part, les avocats sont autant épuisés que leurs clients, surtout à l'issue de 10 ans de procédure. Et j'apprends, grâce à eux, plus que ce qui n'est marqué dans l'ordonnance. Et au-delà des SCI et SARL, donc des personnes morales, il
deux époux Bah voilà. qui essayent de divorcer. Ah, Bah voilà. Madame étant donc à la tête de la SCI et monsieur à la tête de la SARL. Donc, c'est... bon, on ne fera pas de commentaires sur le diplôme de médiation familiale qui est complètement absurde dans ce Non. contexte-là. On ne fera pas de Peu commentaires. importe, là, je te parle d'un exemple de médiation professionnelle. Oui. Dans le cadre d'une médiation judiciaire. Bien, les avocats ont été, donc déjà m'ont donné les informations qui étaient donc celles-ci. Ça m'a aiguillée. Oui. Ça m'a permis donc, à l'occasion des entretiens individuels, d'avoir justement donc une approche un peu différente et pas de débarquer sans rien savoir. Mais c'est À l'issue des 2 entretiens individuels, où les avocats, donc en amont, je leur ai expliqué ce qu'était un entretien individuel, donc ils ont tout à fait compris que eh bien, leur place n'était pas là. En revanche, comme il s'agissait notamment peut-être de liquidation des intérêts d'SCI, de SARL, et que ce n'était pas mon domaine du droit, eh bien, ils ont pu voir que toute leur expertise en termes de droit pouvait être utile lors de la réunion pour trouver justement et aider leurs clients à trouver des sur les solutions. aspects techniques. Sur les aspects techniques et Juridique, juridiques. c'est ça, juridique. Ce qui a fait que les 2 entretiens sont passés très bien. La première réunion s'est passée en présence de l'avocat de madame, qui a pu apporter à l'issue des éléments juridiques et des éléments techniques. Et nous avons pu, à l'issue de la 2e réunion, obtenir un divorce par consentement mutuel. Enfin, Dieu existe ou pas. Là, le rapport avec Dieu. C'est de l'humour. Une liquidation de communauté, où madame conservait donc le domicile conjugal, avec abandon de la quote-part de monsieur au titre de la prestation compensatoire. Et au niveau de la SARL, ils ont décidé ensemble, comme elle n'était pas rentable, de la liquider, de tous les acquis, en fait, tous les biens de la SARL revenaient à la SCI. Et au niveau de la SCI, ils sont entendus déjà sur une valeur immobilière, parce qu'il y avait pas mal de biens. Mais là, on rentre dans les aspects. Voilà. ultra Et ça, c'est techniques, hein. grâce vraiment aux avocats qui étaient là pour apporter justement leur soutien dans le raisonnement de leurs clients, Alors, mais moi, j'ai une avec question, des j'ai une question. arguments. Alors, Moi, ce j'ai que une je question. vous propose, c'est de Est-ce qu'elle fait revenir. des entretiens individuels aux avocats? Et ça, je l'ai envisagé. Eh ouais. Alors, peut-être moi, Je l'ai envisagé. Juste faire une remarque, c'était par rapport Mais à la- peut-être à que je la- l'ai fait à travers la conversation téléphonique que j'ai eue avec eux. Peut-être. C'est par rapport à la remarque de Laurent sur le fait que c'était 2 personnes morales. En fait, les personnes morales, elles ont quand même des représentants, elles sont incarnées en fait. Bien Et sûr. en réalité, quand il y a. C'est une comme ça, erreur, des- c'est une erreur de penser que les conflits ont lieu entre les personnes morales. Bien sûr, pour les ça, conflits il- n'ont pas il- lieu entre les personnes morales, Non, mais non. les personnes morales, elles s'incarnent quand même dans des représentants, dans des mandataires. Ouais. Et donc, c'est des personnes physiques, bien sûr. Alors, C'est ce vrai qui illustre ce que dit Edith, pour moi, c'est qu'en fait, il faut que les personnes soient contributives à la résolution d'un différend. Il faut aider Bien les sûr. personnes à résoudre le différend. C'est quelle contribution le professionnel va apporter pour résoudre le différend. C'est pas pour maintenir le différend, c'est pas pour attiser le différend, et il doit être prudent sur la manière dont il présente des informations, non pas en opposition, mais en construction. Tout à fait. Et là, ce que tu dis, c'est que tu as amené ces professionnels à être contributifs. À contribuer, tout à fait, à être impliqués Voilà. dans Donc, la ça ne vient pas résolution vraiment en du opposition conflit. avec ce que disait Jean Bruno. Ce que disait Jean Bruno, c'est qu'il dit, ben voilà, et quand les avocats, en fait, sont des gestionnaires, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus, quand on est gestionnaire de crise ou gestionnaire de conflit, alors, en fait, on a un intérêt à maintenir la crise, à maintenir le conflit. Tandis qu'une crise qui se prolonge pendant maintenant presque un an, hein, c'est de l'incompétence en action. C'est contre-productif. Ou alors, c'est du calcul. Oui. Donc, chacun peut avoir des intérêts. Je sais pas, ça peut Ou ce être que comme ça. disait Jean Bruno, c'est qu'il leur fallait 5 ans de plus de procédure. Voilà. Donc là, ce que tu dis, c'est que tu as des professionnels qui ont contribué à la résolution du différend. Ouais. Alors, moi, je fais compétition. Parce que tu as dit 5 ans, toi, tu as dit 10 ans. Moi, j'ai eu un conflit dans lequel les personnes étaient pendant 15 ans. Donc, je rajoute 5 ans. 5, 10, 15. Voilà. Moi, j'ai compétition, 15 ans de conflit entre des personnes et qui n'arrivaient pas à trouver de solution. En fait. T'es pas assez vieux, j'en connais pas. Donc, alors, je vais vous raconter cette anecdote parce que c'est une anecdote que je cache habituellement
parce qu'elle n'est pas très glorieuse dans le genre, parce que j'adore lancer des défis. J'adore me lancer des défis, et avec Henri, d'ailleurs, on s'était lancé pendant ce temps des défis. En combien de temps vas-tu réussir à résoudre un conflit? Tu arrives en entreprise, en combien de temps? Oh, moi, dit Henri, ben, je vais le faire en une journée. Alors, évidemment, tu dis, ben, moi j'ai fait 2 jours la dernière fois, lui il va le faire en une journée. Eh ben, il a réussi. Il a réussi en une journée. Sur des conflits qui traînent des gens qui s'étaient battus, en plus dans une entreprise. On ne l'a pas battu, il avait accroché le plus grand, avait accroché le plus petit au porte-manteau. Ouais, quand même. Voilà, bon, c'est pas battu, c'est infliger quelques petites violences. C'est parce que le sol était inondé, le porte-manteau n'était pas à la bonne hauteur. Ouais. Enfin, il n'était pas à la bonne hauteur, c'était leur façon d'interagir. C'est le plus petit qui avait accroché le plus grand? Non, le contraire. Non, c'est le plus grand qui avait accroché le plus petit. Mais le plus petit, il était le plus gradé. Laurel et Hardy. D'accord. Donc il se passe des choses comme ça. Ça veut dire à monter, mais ça c'était. Donc j'ai eu comme ça une fratrie de personnes qui ça fait longtemps, hein, mais c'était une fratrie de personnes qui étaient assez âgées. Finalement, parce que ça faisait 15 ans qu'elles étaient en conflit. 15 ans, elles avaient reçu un héritage avec des immeubles. Alors, il y avait des immeubles à Clermont-Ferrand, d'autres à Nice, d'autres à Paris, d'autres à Lausanne, un peu partout. Et donc, c'était des gens qui étaient très, très à l'aise. Enfin, ils n'avaient pas besoin de situation d'être en conflit, quoi. Enfin, ils auraient potentiellement pu être très tranquilles. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à s'entendre. Parce qu'il y a des problèmes. Alors, les problèmes, je vous les passe parce que c'était des problèmes de relations pas claires entre le frère aîné et les sœurs plus jeunes. Alors, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'était ça. Vous imaginez bien. Voilà. Donc, je passe là-dessus 15 ans d'incapacité à pouvoir s'entendre. Alors, je vous passe le fait qu'il y avait des avocats sur la brèche, qu'ils n'arrivaient pas, le notaire n'arrivait pas non plus, enfin, personne n'y arrivait, quoi. Donc, un jour, je reçois un coup de fil. Et il y a une personne qui me dit, voilà, monsieur, nous sommes en conflit, elle me raconte ce que je viens de vous raconter, avec quelques détails. Et je lui dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est une intervention d'1 journée. Mais je voudrais savoir combien vous avez investi de frais de justice jusqu'à maintenant. Elle me donne un chiffre qui était impressionnant. C'est-à-dire que la totalité des frais de justice sur les 15 ans, c'était énorme. Et je dis, eh bien moi, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre seulement 10% de ces honoraires. Et si dans la journée, à la fin de la journée de mon intervention, je n'ai pas réussi à vous amener à trouver un accord tous ensemble, je vais d'abord vous recevoir un par un. Et si au bout de la journée, où tous ensemble vous êtes là dans une même pièce, eh bien, je ne pourrai pas toucher les honoraires. Cadeau. Ce sera un cadeau d'existence. Mais par contre, si vous arrivez à trouver un accord, ce dont je ne doute pas, j'ai dit ça, ce dont je ne doute pas, eh bien, j'ouvrirai le tiroir dans lequel vous avez mis un chèque et je partirai avec les honoraires. Voilà. Donc, la personne m'a dit, je réfléchis. Je pense qu'elle réfléchit encore. Parce que je n'ai jamais eu le retour de cette personne qui, enfin, elle m'a dit non, j'ai quand même eu un contact avec elle après. Elle m'a dit, bah non, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas se voir. Donc, effectivement, là, quand je vous disais, je n'étais pas tellement habile à ce moment-là. Vous n'avez pas encore Zoom? Parce que non, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. C'est qu'il ne faut pas annoncer aux gens qui vont réussir. Qui vont d'abord réussir, parce que c'est un défi à l'intelligence. Il ne faut pas leur dire qu'on va trouver un accord, une entente à coup sûr, alors qu'on sait bien, nous, qu'on sait faire. Mais il ne faut pas leur dire. Parce que les gens sont tellement ancrés dans une représentation de « c'est pas possible », bien que… Ou que ce sera à leur dépens, en fait. Et qu'en fait, ils vont payer… Ils n'imaginent pas d'autre solution que ce soit à leur dépens, en fait. Bien sûr. Et donc là,
Bien, j'ai commencé à réfléchir après, à savoir comment je pouvais améliorer ma manière de présenter les choses. Parce que c'était un beau défi, c'était amusant, mais voilà. Donc j'ai eu 15 ans, mais tu vois, moi, toi, tu as réussi à 10 ans, toi, tu as réussi à 5 ans, j'en ai réussi à 7 ans aussi quand même. Mais celle-là, sur 15 ans, ben, j'aurais pas dû annoncer la couleur tout de suite. J'aurais dû mettre en œuvre le processus des entretiens individuels sans rien dire. Et puis après, ils auraient été amenés à la réunion. C'est progressif. C'est vraiment un système progressif. On ne peut pas griller les étapes. On ne peut pas annoncer aux gens la fin, la finalité. L'histoire du défi, en fait, avec les gens, c'est pas bon. Entre avec médiateurs, défis, oui, oui. mais pour les gens. Entre médiateurs, c'est bon les défis parce que ça nous stimule, et puis ça nous stimule mais dans sur nos les recherches. gens, mais avec les ça gens, peut être contre-productif pour Voilà. le médiateur. Alors, cette histoire de temps, moi, ça me fait penser à l'anecdote que je voulais raconter. Parce qu'en fait, c'est assez surprenant de voir effectivement comment le temps du conflit peut être un temps extrêmement long, mais que les gens acceptent. Et ils n'arrivent pas à se projeter dans le temps de la résolution et à imaginer que ça pourra être finalement assez court. Et quand ils le constatent, ils sont complètement Ils sont déconcertés. bouleversés. Et ce qui est intéressant pour le médiateur, c'est aussi d'observer ce qui se passe dans l'entretien individuel, là, du point de vue du temps, et comment le processus il est parfois étonnant de rapidité en fait pour les gens. J'étais en entretien individuel avec une personne, et c'était au printemps, hein, la fameuse mouche dont tu parlais tout à l'heure. Alors en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que cet entretien m'a amené à inventer en fait une métaphore que j'utilise toujours aujourd'hui. la mouche et la vie. La mouche et la vitre. Ah, bah oui. Voilà. C'est la métaphore de la mouche et de la vitre, et c'est une métaphore qui peut faire réfléchir sur différentes choses, comme beaucoup de métaphores d'ailleurs, et notamment sur, vous allez voir sur quoi en fait. Hein, voilà. Moi, je rajouterais le torchon. Alors, La mouche, la maintenant, vitre et le torchon. c'est la mouche, la vitre et la semelle. Ah, et la semelle. Et la semelle. Et donc, c'était au printemps, j'étais en entretien individuel, et la personne était quand même assez entêtée sur son point de vue. C'était difficile pour elle de lâcher prise. Donc, on était comme ça dans ce travail, dans un moment du processus de l'entretien. Et il y avait cette mouche qui était au printemps. Il y a souvent des mouches qui sont un peu grandes et qui se manifestent, qu'on entend parce qu'elles ont des ailes elles sont grandes, donc on les entend voler. Et puis on les entend, parce que les fenêtres ne sont pas toujours complètement ouvertes, se cogner au carreau. Et à un moment donné, pendant l'entretien, j'entends le monsieur dire, c'est pour dire ce qui se passe dans la tête de la personne quand le processus déclenche la réflexion. J'entends la personne dire en fait, pour elle, avec humour, elle dit, elle est têtue, elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Et donc, je lui fais comme retour, je lui dis, ça vous fait réfléchir sur vous-même. Et en fait, ce qu'il a dit, il ne s'est pas aperçu que ce qu'il disait, observant cette mouche, en réalité, manifestait effectivement la réflexion qu'il était en train d'avoir sur le fait qu'il ne parvenait pas jusque-là, et ça vous fait réfléchir sur vous-même, il ne parvenait pas jusque-là à faire autrement que comme il avait fait, et à observer que ce qu'il faisait ne marchait pas. Et que par conséquent, il était lui-même en fait l'acteur, bien sûr, de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Et ça m'a amené, du coup, après cet entretien, à faire de cette anecdote une métaphore, en disant que, évidemment, c'est difficile de ne pas attribuer à la mouche la volonté réelle, en fait, de sortir, mais de constater pour autant qu'avec beaucoup de maladresse, la mouche ne parvient pas, parce qu'elle fait comme elle peut, à faire inlassablement la même chose, qui ne marche pas, au point, et là c'est la fin de l'histoire avec la fameuse semelle, qu'au bout d'un moment, évidemment, on n'entend plus la mouche en fait. C'est comme ça que la métaphore j'ai conclu la métaphore, on n'entend plus la mouche, et en fait on s'approche de la fenêtre pour la fermer, parce que je vous rappelle qu'on est au printemps, et que la chaleur n'est quand même pas au maximum. On va donc fermer la fenêtre, et en s'approchant de la fenêtre, on entend et on vient d'écraser la mouche. Et en fait, la mouche, elle est KO, et elle s'est rendue KO toute seule. Et ça fait réfléchir les personnes, bien sûr, sur l'entêtement. Et ça les fait aussi réfléchir sur le fait qu'en fait, en réalité, il n'est guère besoin d'aller chercher à l'extérieur des personnes pour faire obstacle à vos projets. On peut se pourrir la vie soi-même tout seul, parfaitement, sans aucune difficulté. Oui, ça me fait penser à une chanson de Paul Naref, mais ça n'avait rien à voir avec. Voilà, Donc, la mouche, la vitre et la semelle. Voilà, on pourrait mettre peut-être la chanson de Paul Naref maintenant. Ça pourrait faire une bonne petite transition. Laquelle Ça pourrait. On ira tous au paradis. Mais non, je suis une mouche. Je suis une mouche. Je en Il connaît deux, tous. si vous voulez. Oui. Deux mouches. De médiation vécue.
bien sûr. Une dans mes débuts qui a été un échec avéré, et puis une dernière. La première, c'est je reçois un appel d'une dame qui a des problèmes dans son couple. Et elle me dit tout de suite, je vous préviens, j'ai des amis qui ont fait des médiations, mais à chaque fois, le médiateur leur a dit de toute façon que le mieux qu'ils avaient à faire, le couple, au niveau du couple, c'est de divorcer. Donc moi, je viens vous voir, mais je ne veux pas divorcer. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien parce que moi, je ne vous dirai pas ce que vous avez à faire. Par contre, c'est vous qui déciderez de la suite. Et comme c'était les débuts, que j'avais envie de me vendre, et c'est pour revenir à ton propos de tout à l'heure, et je dis, en médiation professionnelle, on n'a jamais d'échec. Là, tu l'as mis au défi. Là. Et là, Ça, c'est le défi. voilà. Et C'est là, la pression, pression, pression. et là, bien sûr, elle se dit, mais écoutez, c'est super, on y va. Alors, je fais mes entretiens, je fais... Et bien sûr, la décision qui apparaît, C'est qu'elle doit divorcer. c'est qu'elle doit divorcer. Et donc, moi, j'ai fait mon boulot, je suis content. Je me dis, mais vous n'allez absolument pas réussi. Parce qu'on a déjà abouti à le même résultat que mes amis qui ont divorcé. Et puis, la seule différence, moi, je n'ai rien proposé. Ce n'est pas moi qui vous ai apporté la solution, c'est vous. Mais elle est quand même restée sur ce constat d'échec. Mais est-ce qu'elle a divorcé? Je ne sais pas, parce qu'après, elle m'a plus parlé. Ah oui, c'est vrai que... Parce que l'échec, pour elle, c'était... elle s'attendait à autre chose, surtout pas divorcer. Et puis, Oui. bien sûr. Ce qu'on aurait voulu, c'est que tu arranges la situation. Dans la relation de couple, ça avait été tellement loin que de toute façon, il n'y avait plus de relation. Sinon qu'une relation financière. Et donc, suite aux entretiens individuels, c'est bien sûr ce qui ressort. Alors, tu sais, c'est très clair, hein, Patrick, qu'en fait, les situations comme celle-là, les gens, quand ils viennent en médiation, c'est sûr qu'il vaut mieux leur présenter les issues possibles, de la médiation plutôt que de dire ben, on est sûr qu'on va aboutir à quelque chose. En fait, il y a 3 issues à la médiation et c'est possible. C'est possible qu'il y ait un aménagement, qu'il y ait une reprise de la relation telle qu'elle était avant la dynamique conflictuelle, qu'il y ait un aménagement de la relation, quelle que soit sa forme, parce que le divorce, c'est qu'un aspect relationnel. En fait, tu vois, ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis là. Ça me fait penser à une histoire. Ça me fait penser à une situation où, en fait, il y a eu des personnes qui étaient là, comme ça, en train de dire, moi, je ne veux pas divorcer, dit la dame. Et le mari dit, moi, je veux divorcer. Et ça, c'était l'une des premières médiations dans un contexte conjugal, parce que j'ai toujours plus de difficultés à dire médiation familiale, parce que la médiation familiale, ça impliquerait d'ailleurs toute la famille. Mais par contre, la médiation, implique les conjoints. Extra-professionnelle. Oui, mais ça implique les conjoints. C'est-à-dire que c'est les conjoints qui sont là en train de discuter et puis de ne pas être d'accord. Et donc, la femme dit, moi, je ne veux pas divorcer. Et le mari dit, moi, je veux divorcer. Et quand on discute ensemble, après, on discute, on suit le processus structuré. Et qu'est-ce qui est important pour le mari? Et qu'est-ce qui est important pour la femme? En fait, ils s'aperçoivent dans la discussion, chacun des deux, séparément, que le contrat n'est qu'un élément, en fait, fictif dans la relation. Ça peut être un élément complètement fictif. Parce que, est-ce que le contrat est réellement contraignant? Ça, c'est une représentation de juriste. Est-ce que le contrat peut être pédagogique? Est-ce que ça peut être quelque chose qui crée du lien ou sans avoir une pesanteur pédagogique? Alors, je l'explique comme ça. Le monsieur, en fait, je lui dis, monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne supportez plus de vivre avec votre épouse. Ah oui, j'ai dit oui, c'est ça. C'est d'autant plus, moi, je ne peux plus parce que c'est devenu l'enfer. Alors, effectivement, ça faisait 3-4 ans que c'était devenu l'enfer parce qu'elle n'était pas heureuse, elle-même n'était pas heureuse là où elle était. Donc, elle n'était pas contente, et puis lui, comme elle n'était pas heureuse, il n'arrivait pas à la rendre heureuse, il se faisait un enfer réciproque. Et donc, il dit, moi, je ne veux plus vivre avec elle. Donc, je lui dis, ce n'est pas tellement
c'est pas tellement que vous voulez divorcer, c'est que vous ne voulez plus vivre ensemble. Oui, dit-il, c'est la raison pour laquelle je veux divorcer. Mais en fait, je lui dis, monsieur, ce que vous êtes en train de dire très clairement, c'est que le contrat pourrait continuer à vivre, pourrait continuer à vous lier comme ça entre vous, que ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est que vous trouviez un accord pour que vous puissiez vivre ailleurs. Ah, il dit, mais si ma femme est d'accord pour qu'on puisse se séparer, eh bien déjà, ça sera un grand pas. Et donc, quand je me suis retrouvé face à la femme, elle ne voulait pas divorcer. Mordicus. Alors, je peux vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand ils se sont rencontrés, elle était une grande voyageuse, elle faisait des voyages au Nicaragua, elle faisait plein d'actions humanitaires, c'était une infirmière, elle faisait plein d'actions humanitaires, elle voyageait beaucoup. Et elle a rencontré ce garçon qui, lui, était quelqu'un qui était plutôt casanier, mais qui était émerveillé par cette nana, toujours en grand voyage, toujours une aventurière, et il l'a captée et mis dans sa cage dorée. Mais sa cage dorée, ça ne lui allait plus à bout d'un moment à la nana. Elle avait besoin de parcourir, mais elle avait fait des enfants avec lui. Donc il avait 3 enfants et elle se trouvait prisonnière. Donc de plus en plus, son moral s'est dégradé. Elle aurait bien aimé partir, mais avec le risque de création de jalousie, avec tous les trucs, pourquoi tu t'en vas, chérie, et tu vas voir ailleurs, etc. Donc elle s'est fait un enfer de sa vie. Donc elle a dit, mais puisqu'il m'a enfermé, c'est pas lui qui va m'imposer encore quelque chose dans ma vie. Donc je refuse de divorcer. Eh bien, lui, il a lâché là-dessus quand elle a dit, mais effectivement, moi aussi, je vis un enfer. Donc si on vit séparément, c'est pas plus mal. Mais en revanche, je ne divorcerai pas. Donc ils n'ont pas divorcé. Ils ont trouvé un aménagement relationnel par-delà le contrat. Alors que, en tant que juriste, on aurait dit, mais non, dans cette situation-là, vous devez divorcer. Ben, là, en l'occurrence, ce n'est pas contraignant. Et ça leur a permis de vivre 4 années, mariés, encore, et au bout de 4 ans, la dame a demandé le divorce. Mais parce qu'elle était libérée. Elle s'était libérée. Donc, il y a des choses comme ça en médiation qui peuvent permettre de trouver des solutions qui ne sont pas imaginables pour les gens au moment où ils sont en créant. Aussi des solutions intermédiaires. Qui sont des solutions intermédiaires. Parce que, évidemment, la vie, elle est parcourue, jalonnée de solutions intermédiaires. Il faut arrêter en disant, oui, voilà, il faut des solutions comme ça, bloquées, fermes, définitives. Rupture, des ruptures. Mais bien sûr. Donc, on voit que l'aménagement peut très bien amener les personnes à trouver des solutions super sympas. Parce que, voilà, des gens qui ont réussi à rétablir une qualité de relation dans un contexte où, en fait, il y avait un côté de frustration, de mécontentement, etc. Surtout qu'on sait que dans l'aménagement, il y a plusieurs types d'aménagement. Bien sûr. On le résume, ouais. Mais en fait, on peut mettre des sous. Ça se décline. Ça se décline. Il y a plein de possibilités. Et ça, c'est encore un autre tiroir qu'on ouvrira une autre fois. Et tu vois, dans cette médiation, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Dans cette médiation ratée, et c'est vrai que je ne m'en suis pas aperçu, mais involontairement. Ambitieuse, disons, pas ratée, ambitieuse. Ambitieuse. C'est pas comme ça que je l'ai dit. Les ambitions, c'est ailleurs. Non, mais ambitieuse. Oui, j'ai bien compris. Mais je veux dire qu'avec le recul, je suis devenu involontairement complice de cette dame. Dans la mesure où elle disait, de toute façon, moi, je veux faire. Je ne veux pas que vous soyez comme les. Je dis non, de toute façon, si vous me déciderez, moi, je n'interviens pas. Par contre, j'ai réussi ma médiation. Donc, ce qu'elle a entendu, c'est qu'à mesure où j'aurais réussi ma médiation, c'est qu'elle ne divorcerait pas. Et donc, involontairement, j'ai perdu mon indépendance et ma neutralité. Bien sûr. Elle t'a absorbé. Alors que tu aurais dit 3 issues possibles. Bien sûr. C'était arrivé. Et là, c'était la réussite de ta médiation. Donc, j'en ai quand même une beaucoup plus heureuse au bout de quelques médiations. C'est par une entreprise, 6 personnes, le créateur d'entreprise et 5 employés. Et il y a eu un vote d'un groupe électrogène. Alors, un vieux groupe électrogène, un peu rouillé, tout, qui traînait dans un coin. Et
problème, c'est que ce groupe électrogène appartenait à un prestataire de service et du coup, il vient le chercher alors que ça faisait X mois qu'il était là. Et le groupe électrogène n'est plus là. Et donc, le patron on ne va pas se prendre la tête pour le groupe électrogène. Je suis content de tout le monde, il y a une bonne ambiance. L'important, c'est de savoir que ça ne se reproduise pas, etc. Et personne avoue le larcin. Et donc, tout d'un coup, problématique relationnelle, puisque la situation tombe sur tout le monde. Oui. Et au bout de quelques jours, celui qui a chapardé le groupe électrogène, il dit écoutez, c'est moi, puis il se met à pleurer, etc. Je m'excuse, tout ça, sauf que tout le reste du personnel a subi ça quand même violemment, qu'on puisse douter d'eux, la perte de confiance en l'autre. Et donc, toute la dynamique relationnelle était perdue. Et donc, du fait de mon positionnement au sein de la mairie, des résultats que j'ai au sein de cette mairie, ils m'appellent. Et donc, on part, la base de la problématique, c'est le groupe électrogène. Et on a fini sur la réorganisation de l'activité d'entreprise. La réorganisation de l'activité d'entreprise, parce que au départ, tout le monde voulait virer, il nous a trahis, on va le virer, c'est pas possible. Et lors des entretiens individuels, tranquillement, je les ai amenés aux conséquences, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, le 4-4. Quels seraient pour eux les avantages que cette personne soit virée et qu'est-ce qu'ils en retireraient, eux, de positif. Donc, c'est vraiment le raccourci. Hein. Et les uns et les autres ont mis en évidence que la seule issue, s'ils continuaient dans cette voie-là, c'était que de toute façon, le voleur allait être licencié. Donc, tout d'un coup, c'est une prise de conscience sur les conséquences et qu'est-ce que ça allait leur apporter à eux au bout du compte, sinon d'avoir été reconnus dans leur trahison, dans se sentir trahi, etc. Et il dit en plus, il y en a une personne qui dit, et en plus, de toute façon, il y a un moment où il ne fait rien. Et ça se trouve, peut-être qu'il a eu cette idée tout d'un coup parce qu'il était oisif et qu'il a dit, tiens, ça traîne là, et puis on est parti là-dessus. Et donc, s'il avait du temps libre, c'est que peut-être qu'il pouvait être occupé ailleurs et peut-être qu'il pouvait aider des personnes qui avaient du travail en plus. Et on est parti de cette idée-là et on est arrivé à ce que les gens soient beaucoup plus polyvalents dans l'entreprise. Et donc, la personne est restée dans l'entreprise et l'ambiance heureuse est à nouveau présente. Et donc, je pense même que l'entreprise est beaucoup plus dynamique. Oui. Voilà la belle histoire. Mais tu as plus travaillé en qualité relationnelle avec eux, en fait. Ouais.